conformisme du maire de Béziers est parfait, et je pense qu'il vise un poste ministériel qui serait ainsi distribué pour les services rendus. Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons pu voir quelques déclarations sur Twitter et dans la presse d'un autre élu, d'un maire que vous connaissez bien, Robert Ménard en l'occurrence, qui, il faut bien l'avouer, depuis quelques mois, bientôt un an, prend des positions qu'on a du mal à suivre. La dernière, que certains trouvent cohérente avec les précédentes déclarations, est assez tonitruante, puisqu'il dit dans Causeur qu'il préférerait 50 ans de macronisme, carrément, à un an de guerre civile, en posant clairement qu'il n'y a presque pas d'alternative en fait entre ces deux. Il n'y a qu'un problème dans ce discours, c'est que Macron va créer la guerre civile. Donc, choisir la cause pour en dénier les effets me paraît assez surprenant, comme d'ailleurs les dernières déclarations qu'il a faites qui sont très étonnantes. Et alors, justement, sans entrer forcément dans le détail ou le jugement de l'homme, parce que ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais comment vous expliquez justement cette volte-face? Alors, il y a eu bien sûr vis-à-vis d'Éric Zemmour, il y a eu cette histoire sur le vaccin, où il a eu des positions très pro-vaccin et il était même pour l'obligation absolue. Il y a eu donc justement, après il y a eu ces positions sur l'Ukraine, qui sont aussi d'un radicalisme occidental total. Et puis il y a ce qu'il dit, tout le bien qu'il dit et pense aujourd'hui presque de Macron à mots feutrés. Et enfin même, si on prend sa dernière déclaration sur les possibilités aux États-Unis que justement l'avortement ne soit plus constitutionnalisé, où il parle de recul pour le droit des femmes. Alors, ce qui nous caractérisait tous les deux, c'est pour ça que nous avions des relations amicales, c'était notre anticonformisme et en résultat de cet anticonformisme, notre hostilité au gouvernement. Là aujourd'hui, le conformisme du maire de Béziers est parfait, et je pense qu'il vise un poste ministériel qui serait ainsi distribué pour les services rendus. Mais là, je ne vois plus où est le bien commun qui est normalement le service du politique digne de ce nom. C'est assez étonnant, c'est assez effrayant. Je comprends l'intérêt de se promouvoir, mais il y a des limites. Il y a des limites, et là j'ai l'impression qu'elles sont franchies. En particulier en ce qui concerne l'abandon du combat pour la vie. Son épouse s'était marquée dans ce combat-là, avec un courage et un talent que j'ai plaisir à saluer. Là, aujourd'hui, le combat totalement opposé est tout à fait surprenant. J'ai défendu à l'Assemblée nationale le droit à la vie et le droit des femmes de protéger la vie, en particulier celle qu'elles portent. Là, aujourd'hui, condamner ceux qui ont encore le courage de se battre pour la vie, de combattre pour ce qui étaient les traditions de l'Occident depuis des millénaires et qui sont brutalement inversées au cours de ce XXIe siècle, est quelque chose de surprenant et presque de terrorisant, parce que on commence par assassiner les enfants dans le ventre de leur mère, puis on tuera les vieillards qui auront passé un certain âge ou qui seront un petit peu fatigués, et tout cela pour promouvoir le plaisir individuel, quel que soit ce plaisir individuel, parce qu'on commence par chercher la vie éternelle, et puis on en finit par abattre les enfants pour leur extraire les organes qu'on va se transplanter. Et où est la civilisation, où est le respect de la vie dans tout ça ?
Et justement, vous avez toujours fait de ce combat pour la vie un marqueur, tout simplement. Alors, bien sûr, civilisationnel, comme vous le dites, mais même un marqueur politique et humain en termes d'attitude. Ça vous a servi presque de grille de lecture pour savoir qui était dans le système, qui était hors ou contre le système. Est-ce que vous pensez que ce marqueur est toujours pertinent ? Il est philosophique. Donc, soit on s'inscrit dans une philosophie et on mène un combat à travers cette inscription, soit on est sans foi ni loi et on décide au petit bonheur, à l'instant, à la fantaisie, quelle est sa position. Où est la cohérence ? La cohérence là, est là où il y a l'unité et la solidité du raisonnement. Et on ne peut la trouver qu'en se donnant des assises irréfutables. Le bien commun, où commence le bien commun, où finit le bien commun. La défense de la vie, où commence la défense de la vie, où finit-elle. Je crois que soit on place sa philosophie totale dans l'homme, avec toutes ses imperfections, ou bien c'est vrai qu'on la place dans quelque chose qui est supra-humain, que certains appellent Dieu, que moi j'appelle Dieu, et à ce moment-là, on a un axe de pensée qui est cohérent. Sinon, on est dans l'incohérence, et quand on est dans l'incohérence, on est dans le désordre, et quand on est dans le désordre, on est dans le mal. Justement, revenons à des sujets politiques, peut-être politiciens même, comme diraient certains contempteurs. Par rapport à l'élection législative qui appellera de nouveau les Français aux urnes dans quelques semaines, à peine 2 mois, on a l'impression d'une immense pagaille. On a l'impression que le pouvoir des partis s'en donne à cœur joie, c'est-à-dire qu'on assiste à des tractations, des arrangements, que ce soit à l'extrême gauche, que ce soit de manière plus générale à droite, mais finalement sans déboucher sur quoi que ce soit. L'abstention risque d'en sortir encore plus grandie. On voit que les causes de révolte sociale sont de plus en plus prégnantes. Avec notamment une inflation, une augmentation du coût des matières premières qui devient absolument affolante. Qu'est-ce qu'il faudrait trouver encore, puisqu'il y a encore une semaine et quelques pour que toutes les candidatures soient déposées. Est-ce qu'il y a un espoir qui se dessine quand même dans ce scrutin, ou est-ce qu'on est parti pour... Nous sommes dans le règne de la combinazione, comme on dit en Italie, c'est-à-dire des arrangements entre partis, entre sectes, dont il est malsain de parler, mais qui existent et qui pèsent. Et le bien commun, face à ça, disparaît. Je crois que l'on souffre d'une décomposition de l'âme aujourd'hui, et que les gens de qualité sont de plus en plus rares. Donc, si j'avais un conseil à donner, je dirais chercher les gens de qualité, ceux qui ont apporté la preuve qu'ils étaient de qualité, qu'ils avaient le souci du bien commun, et qu'ils avaient le souci de servir et non pas se servir. L'espoir est difficile. On voit l'espoir à gauche, ce sont des professionnels de la combinazione, comme que j'évoquais tout à l'heure, et donc ils vont arriver à quelque chose. Il n'est pas impossible d'ailleurs que l'on ait un raz de marée de gauche face à une décomposition structurelle de la droite. Et il faut bien dire dans ce dossier-là que le seul à avoir fait des avances, c'est le mouvement auquel nous appartenons, c'est Reconquête. Reconquête a été le seul à ouvrir les bras à tous ceux qui voulaient. Et aujourd'hui, c'est une ouverture de bras qui est vaine, ce qui est bien dommage. Parce que c'est vrai aussi que le combat que l'on mène, c'est un combat d'idées, et que bien souvent, ces idées, on les cherche. On les cherche parce que quand on ne veut pas être cohérent, quand on ne veut pas être clair, quand on travaille dans la confusion, eh bien, les résultats sont confus.
Donc je suis assez peiné. Vous avez été élu 3 fois à l'Assemblée nationale, une fois en 86, une fois en 2012, une autre fois en 2017. Le mandat le plus long et celui qui reste vraiment dans les mémoires, c'est celui de 2012 à 2017. Qu'est-ce que vous retenez de votre action parlementaire et comment la définiriez-vous aussi pour les candidats qui s'apprêtent à relever le défi? Alors j'ai eu de grands plaisirs, quelquefois d'avoir été le seul à défendre ce qui pour ma part était fondamental de défendre. Je n'en ai, j'espère, point tiré d'orgueil, mais je crois que c'était important qu'il y ait eu au moins une voix pour défendre ce que tout le monde devrait défendre. C'est un premier point. Le deuxième point, nous sommes dans une démocratie captive, dans une non-démocratie, mais dans une démocratie captive, où ce que vous dites à l'Assemblée ne sort pas de l'Assemblée en fin de compte, sauf si vous faites partie du système et si votre discours sert le système. Mon discours ne servait pas le système, donc j'ai assez peu crevé l'écran. Mais par contre, on a fait un travail militant avec les militants du Vaucluse. On a distribué 10 journaux. Tous les 6 mois, il y avait un journal rendant compte et distribué sur toute la circonscription pour faire savoir le combat que nous menions. Et c'est grâce à ce travail-là que je crois qu'aux élections suivantes, en pleine vague macroniste, j'ai quand même été réélu, alors que beaucoup d'élus célèbres du système ont été balayés par la vague macroniste. C'est ma grande fierté, en fin de compte, de combattant politique, que d'avoir résisté à cette vague. Et si j'ai abandonné ma fonction de député pour non-cumul de mandat, pour impossibilité de cumul des mandats, c'est parce que je considérais que, et je crois avec juste raison, que le travail que je faisais à la mairie d'Orange était plus vital, plus important que celui que je faisais à l'Assemblée, puisque celui que je faisais à l'Assemblée n'était pas diffusé à la hauteur de ce qu'il eût mérité, d'autant plus que la voix que je portais était une voix quasiment unique, mais fondamentale, puisque défendant le bien commun. Donc, ce qu'il nous faut trouver, c'est des bons combattants, et que ces bons combattants ne s'arrêtent pas de combattre une fois élus, mais au contraire, que l'élection soit le lancement et les moyens d'un nouveau combat. Monsieur Bompard, merci.